Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler pâturage régénératif. C'est un sujet qui est un petit peu complexe, qui peut être assez peu clair. Et aujourd'hui on a la chance d'avoir Franck Béchler pour nous éclaircir tout ça. Et il va nous appuyer sur son cas concret à lui, sur sa ferme en Sologne. Bonsoir à tous. Je me suis installé en 2018 et auparavant, pendant une grosse vingtaine d'années, j'étais conseiller en grande culture dans mon département au sein de la Chambre d'agriculture, avec laquelle j'avais mis en place un groupe spécifique sur l'amélioration de la qualité des sols. Donc, c'était des agriculteurs qui étaient sur tout le département. Et donc, je l'ai démarré ça en 2006-2007. Et petit à petit, chemin faisant, et bien en fait, on s'est rendu compte que pour aller plus loin dans la démarche, l'agriculture de conservation était un outil hyper intéressant. Et donc, on s'est focalisé sur ce dossier-là et en travaillant sur l'amélioration de la structure de nos sols, la verticalité. Et donc, on a progressé. Et puis, au bout d'un moment, en progressant, on se fixe des objectifs. Et puis, dans les années 2011, 2012, je leur disais, je sais pas trop comment faire, je sais pas trop exactement, je dirais, la méthodo, mais il y a de fortes chances que le ruminant soit un outil hyper intéressant dans nos systèmes. Ça peut nous apporter une certaine vitalité dans notre système. Et puis, chemin faisant, je suis parti aux États-Unis en voyage avec le réseau base. Ça m'a conforté dans certaines approches parce que eux, ils avaient 10 ans d'avance. Donc voilà. Et puis en 2015, j'ai démissionné de la chambre. Je me suis mis à mon compte en créant la structure Holisticom. Et à l'époque, en fait, j'ai acheté des vaches et avec un agriculteur du groupe que certains connaissent, qui s'appelle Christophe Piou. En fait, on a essayé de monter un système où l'objectif c'était d'apporter mes vaches chez lui. Et puis le deal c'était de lui apporter du conseil et lui il m'apportait le gîte et le couvert pour mes animaux. Et en fait, ça le forçait aussi à changer son système de production pour mettre de la prairie, pour essayer d'avoir un maximum de bouffe. Et puis lui, il était en réflexion aussi pour mettre des brebis chez lui. Tant et si bien qu'aujourd'hui, je crois il a dépassé les 1000 brebis. Donc, vous voyez, ça va assez vite. Et puis, l'occasion a fait qu'un jour, il y a une ferme qui s'est libérée à côté de celle de Frédéric Thomas, avec qui je travaillais déjà, puisque je venais en appui sur le conseil technique depuis ma démission à la Chambre. Et puis, on a remonté un business plan ou ce qu'on appelle, nous, une communauté d'intérêt. Et donc, je me suis installé grâce à Frédéric, à la ferme de Frédéric, sans bâtiment, sans matériel. Et en fait, on essaie d'avoir un maximum d'entraide dans le système. Et cette communauté d'intérêt, en fait, dans cette communauté d'intérêt, vient se greffer d'autres agriculteurs qui se sont installés aussi autour. Et on cherche encore à installer. Donc là, il y a un jeune là qui est tout frais installé. Et donc, on est aujourd'hui dans la structure. Donc, il y a quatre agriculteurs, une plateforme de compost, un éleveur caprin. Voilà. Et tout le monde essaie de mutualiser sa matière grise, son savoir, et toujours dans le même objectif, c'est-à-dire faire progresser nos systèmes de production tout en étant autonome et décideur chez soi. Voilà. Donc voilà en gros. Et puis bon, sur la partie conseil, donc j'accompagne des groupes d'agriculteurs qui le souhaitent dans toutes ces approches-là, ou tout du moins dans l'approche et la philosophie que je vois moi et que j'ai construit sur la ferme. Donc voilà, avec de la co-construction et des réflexions sur les perspectives des structures qui viennent en formation. Soit je me déplace, ou soit ils viennent sur la ferme et on s'appuie sur les résultats de la ferme pour avancer et repartir avec des idées. Voilà. On va démarrer. Donc,
à l'agriculture régénérative par l'élevage, vous verrez que dans la sémantique, il y a une réflexion à avoir. Est-ce qu'il y a besoin de mettre par l'élevage? Est-ce qu'on ne peut pas mettre que agriculture régénérative parce que tout compte fait, en tout cas en ce qui me concerne, il n'y a de régénératif que s'il y a de l'élevage. Bon, voilà, c'est une vision, hein. Euh, Dans la présentation, donc je vais vous présenter la ferme, ce qui va permettre de situer le contexte, le potentiel des terres, la qualité des terres et les pas de temps et comment je vois les choses. Ensuite, je vous présenterai les principes de l'agriculture régénérative vus par ma propre personne ou régénératrice, on ne sait plus trop en fait, hein. Bon, voilà. Après, la méthode mise en place ou les méthodes mises en place et les résultats que j'ai aujourd'hui sur la ferme depuis 2018, et puis une réflexion donc sur cette définition de l'agriculture régénératrice. Donc, pardon, la ferme donc fait 70 hectares ou faisait parce que là demain je reprends une quinzaine d'hectares où je vais mettre en place tout le protocole avec l'arriéré que j'ai depuis 2018. Donc, je vais mettre en place le protocole que maintenant j'ai à peu près calé sur ma ferme. On est sur des sols sableux, sablo-limoneux. Voilà, on a moins de 4% d'argile dans nos terres. Donc, et ce sont des sols qui reposent en fait sur des argiles qui ne rétractent pas, donc ça nous fait des sols très hydromorphes l'hiver et très séchants l'été, quand on n'a pas compris que dans l'argile, il y a un potentiel énorme à aller chercher de la réserve utile et des éléments. Donc les pH des terres que j'ai repris, c'est entre 5,5 et 6, parfois un petit peu en dessous, mais la moyenne elle est à ça. Des taux de matière organique entre 0,5, donc c'est à l'état de trace, et 1,5. Alors 1,5 pour des sables, c'est plutôt correct, mais je me satisfais pas de ça. Vous verrez pourquoi. Et l'origine de l'exploitation, en fait, c'était une exploitation en grande culture avec des prairies, mais qui étaient en fait d'anciennes jachères. Et en fait, pour les rendements et le potentiel des terres, enfin les qualités des terres se dégradant, les rendements diminuant, la rentabilité diminuant, on vendait tout. Donc les pailles, on exportait tout. Et donc on était plutôt sur une politique minière du système. Donc voilà en gros. Pour vous donner une photographie des types de sols, c'est donc à gauche, en haut à gauche, vous avez c'est des terres blanches, hein. Il n'y a plus rien, c'est mort. Il y a plus. Alors c'est pas mort, mais il n'y a plus grand chose. Vous voyez en bas à gauche, c'est un trou de sanglier, donc parfois on en a un tous les 10 mètres carrés, et parfois plus. Donc ça c'est problématique. Vous avez au centre la première prairie que j'ai implantée en août 2017, donc parce que j'avais l'autorisation d'implanter pour ouvrir en fait mon exploitation au 1er janvier 2018. Et ça m'a percuté, ça a percuté fort dans ma tête parce qu'on nous dit oui, bah, il faut mettre des prairies, les prairies c'est très vertueux. Bah, une prairie c'est très vertueux quand le sol est capable de recevoir une prairie. Et en fait, pour avoir lu les bouquins d'André Voisin, André Voisin nous parle des années misères. Bah, les années misères, quand vous semez une prairie en Sologne, ça vient pas au bout de 4 ans, ça vient au bout d'un an ou deux. Donc, donc non, la prairie n'est pas forcément l'outil hyper intéressant pour démarrer un système. Tant qu'on n'a pas compris ce qui se passait dans nos sols et quels étaient les facteurs limitants, eh ben, c'est quand même difficile de mettre en route. Et puis en haut à droite, là, ben, c'est en janvier 2018, après avoir semé mon triticale. En fait, là, vous voyez, donc la terre est à mi-mollet, c'est que c'est de la boue. Donc j'avais réussi à semer dans les bonnes conditions, mais avec toute l'eau qu'on avait eue durant l'hiver, là, je tombe sur la semelle de labour. Voilà. Donc, tout ceci aussi pour dire que quand on fait le choix de partir en semi-direct, c'est pas parce qu'on va faire une année de semi-direct que tout va bien se passer. Il y a un laps de temps d'adaptation du sol, de la réorganisation du sol qui va nous permettre de retrouver une certaine portance et que dans ce laps de temps,
eh bien, il faut accepter d'avoir des accidents sur la parcelle, notamment avec le passage du matériel, et surtout ne pas retoucher, même s'il y a des accidents avec le passage du matériel, ne pas retoucher à ces zones-là, parce qu'en fait, vous retournez à chaque fois à zéro, et donc jamais vous n'acquérez de la portance, même sur ces zones-là. J'ai une petite question, Franck, à ce stade-là. Pour qu'on se figure à quel point c'est des terres compliquées, est-ce que tu peux nous donner un peu le potentiel, par exemple, d'un maïs ou d'un blé qu'on dit classiquement chez vous, quoi? Alors, les potentiels, alors on fait pas de blé, on fait pas d'orge, parce qu'en fait, ça tolère pas l'humidité. Donc, on fait du triticale, du millet dans les systèmes classiques, et puis ce qu'on peut. Donc, les triticales, c'est les potentiels à 30 quintaux en moyenne. Les millets, c'est pas plus, c'est plutôt même en dessous, c'est 20 quintaux. Les maïs, si ça se fait pas bouffer par les cerfs et les sangliers, on peut espérer 40-50 quintaux. Voilà. Et à côté, donc chez Frédéric, qui en a assez maintenant depuis presque 25 ans, on fait minimum 70-80 quintaux en maïs. On fait 50 à 70 quintaux en triticale. On arrive à faire de l'orge dans certaines situations. On arrive à faire du colza sur certaines parcelles. Alors, on n'est pas sur des potentiels à 40 quintaux, hein. On est sur des potentiels à 20, 22 quintaux. Mais il arrive à en faire alors qu'autour, personne n'en fait. Et même moi aujourd'hui, même si ça se réorganise bien, je suis pas encore à cette étape-là, excepté sur certaines parcelles très très séchantes qui drainent très très bien. J'en ai pas beaucoup, mais si elles sont séchantes pour faire un colza, c'est plus délicat, quoi. Voilà. Donc en gros, et pour vous donner un ordre d'idée aussi sur les prairies, moi ce que je me suis rendu compte, hein, et je pense que c'est à peu près partout la même chose. Euh, le rendement que vous faites en céréales, c'est à peu près le tonnage que vos prairies sont capables de vous sortir, à peu de choses près. Donc ça vous donne la photographie. Donc on est sur du 3-4 tonnes de production de fourrage, grand maximum dans les terres classiques. Donc charge à nous de remonter tout ça. Et donc c'est le sujet un peu de cette soirée, quoi. Voilà, de cette présentation. J'ai répondu à ta question, c'est bon? Tout à fait, je te remercie. Donc oui, vous voyez, la ferme est en bas à droite. Là, on est tout près du domaine de Chambord. C'est pour vous resituer un peu les choses. La ferme est regroupée en 3 sites. Tous les petits carrés de couleur, là, ce sont les parcelles, excepté le bleu qui est, vous voyez, tout le bleu là qui est autour. Ça, c'est des étangs. Donc voilà, on n'est pas dans le pays des 1000 étangs, mais pas loin. Et donc, chaque site, en fait, correspond à un secteur de production d'animaux, de ruminants. Le rond en bas à droite, c'est plutôt le secteur vache allaitante. Le rond en haut, un petit peu sur la gauche, mais plutôt en haut, là, c'est le secteur brebis. Et puis celui qui est complètement à gauche, là, à l'ouest, c'est le secteur plutôt bœuf à l'engraissement, génisse, et parfois aussi les brebis qui viennent dans le secteur. Voilà en gros comment ça se goupille. Donc l'agriculture régénérative, c'est pour moi stocker du carbone, améliorer la résilience des sols et améliorer la robustesse des systèmes. Je fais une différence entre résilience et robustesse. Pour la simple et bonne raison, c'est que la résilience, c'est la propriété d'une approche à revenir à l'état initial lorsqu'elle a subi une dégradation. Mais si l'état initial n'est pas bon, eh ben, en fait, vous tournez en rond. Et la robustesse des systèmes, on est plus dans une approche holistique. J'essaie, avec les références que j'ai sur l'holistic management, j'essaie de travailler sur cette réflexion-là. Et par définition, une robustesse, ça va être une capacité à absorber les à-coups tout en continuant dans l'objectif voulu. Et donc,
n'a pas besoin de résilience, c'est plutôt d'être capable d'absorber des gros à-coups climatiques ou des choses comme ça. Donc d'avoir un système global très robuste qui permette ça, quoi. Voilà en gros. Mais on pourrait y revenir s'il y a des questions. Vous avez ici deux modes de terre. Je crois que Martin, tu étais venu et tu as déjà vu ces choses-là. À gauche, vous avez les terres que j'ai repris en 2018 et à droite, les terres de Frédéric. Et en fait, il y a 20 mètres, il y a un chemin qui sépare les deux champs et il y a 20 mètres qui séparent, 30 mètres qui séparent ces deux modes de terre. Voilà. La différence, c'est qu'à droite, vous avez eu l'équivalent quasiment de 30 tonnes de compost à l'hectare tous les 3 ans sur cette parcelle-là. Arrêt du labour, production de biomasse en interculture et intensification de production de maïs, qui est probablement l'une des cultures les plus vertueuses chez nous pour construire des systèmes. Dans l'approche céréalière, je précise. En élevage, on peut faire différemment. Mais voilà, en gros, j'ai en fait cet avantage-là, cette chance-là, c'est que je sais qu'on peut faire des choses et je sais où il faut que j'aille, quoi. Voilà. Et l'autre élément intéressant, c'est que de toute façon, quand vous voyez la mode de gauche, clairement, on peut difficilement faire moins bien. Donc, je prends pas trop de risques. Charge à moi de mettre en route le système et que ça revienne, ça se mette en route assez vite parce que, ben voilà, j'ai 52 ans aujourd'hui, cette année, et donc, j'ai plus non plus une carrière devant moi. Ce triptyque-là, vous l'avez certainement tous déjà vu, mais en fait, ce sont des fondamentaux. On travaille sur 3 notions, la fertilité physique, chimique et biologique. Je ne vais pas y revenir, mais le cœur du système pour moi, c'est la gestion des matières organiques. Voilà, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler et avoir une vision assez fine et assez précise de ce que l'on a dans nos sols. Et ça, j'y reviendrai, je vais y revenir. Et c'est vraiment pour moi là-dessus qu'il faut travailler au départ. Ce que je dis souvent aux agriculteurs avec qui je bosse, c'est que ils sont amenés à avoir énormément d'intervenants et des fois il y a des approches qui peuvent être assez contradictoires, différentes, et les agriculteurs peuvent être perdus un peu. Et je leur dis souvent, ben, regardez les dénominateurs communs de tous les intervenants. Et les dénominateurs communs, il y en a un, c'est la gestion des matières organiques. Au moins ça, on sait que on fait pas d'erreur si on se focalise sur ce dossier-là. Voilà. Vous avez ici une photo d'un profil de sol que j'avais fait chez un agriculteur dans la Sarthe qui avait repris des terres, dont des terres qui avaient plus de 10 ans de semis direct. Et vous voyez que là, on a un profil avec une très belle verticalité, un sol qui se construit, des galeries de vers de terre qui emmènent de la matière en profondeur, des zones qui deviennent de plus en plus, des zones de différenciation qui deviennent de plus en plus diffuses. Et en fait, c'est ce qu'on doit rechercher partout. Voilà. Et même dans nos sols pauvres de Sologne, on doit aller chercher ça. Pour vous donner une illustration là-dessus, en fait, chez Frédéric, la réserve utile a été multipliée par 3 quasiment, voire plus. Donc, on arrive aujourd'hui à 250 mm quasiment, voire plus, de réserve utile pour alimenter les maïs. Donc, voilà, c'est vraiment là-dessus qu'il faut bosser. Je vais faire un zoom sur 2 points. Je vais insister sur cette notion de gestion de matière organique et de fonctions. Les fonctions, dès qu'on améliore les teneurs en matière organique, on va améliorer la porosité, la rétention, l'aspect thermique des sols qui va devenir de plus en plus important, des propriétés d'épuration, bref, voilà, vous les avez tous ici. Et donc, on se rend compte qu'il y a vraiment une très très forte corrélation entre l'amélioration des teneurs en matière organique et les fonctionnalités qui lui sont liées.
et l'amélioration de ses fonctionnalités. Et donc ça, c'est Pascal Boivin qui nous a mis en évidence ces choses-là, mais il n'a pas mis en évidence que ça. Et en fait, l'approche matière organique sur argile est pour moi, même si dans mon contexte pédoclimatique, c'est pas forcément si pertinent que ça, mais globalement, cette notion de rapport matière organique sur argile, elle est hyper intéressante parce que pour la première fois, en fait, quelqu'un nous a donné le trend ou l'objectif à aller chercher dans cette approche de matière organique. Je vais pas redétailler ces choses-là parce qu'en fait, je pense que beaucoup de gens connaissent, mais en gros, quand vous êtes sur des ratios matière organique sur argile en dessous de 17%, ben, vous êtes dans des situations délicates. Et puis au-dessus, ben, vous commencez à avoir des situations dont la qualité structurale des sols est intéressante pour commencer à aller vers une approche d'agriculture de conservation et agriculture régénérative. Quand on est déjà dans des situations dramatiques, donc en dessous de 17, avec des teneurs en matière organique très très basses, si notre souhait est d'aller sur de l'agriculture de conservation, ça va déjà être quand même très très difficile. Et c'est là qu'on a des passages des fois très délicats et des à-coups, parfois des risques financiers importants, parce qu'en fait le sol n'est pas prêt. Et peut-être que avant de dire je vais passer en semi-direct, peut-être qu'il faut surtout se focaliser sur la production de carbone, la séquestration de carbone. On peut faire une différence entre stockage et séquestration. Le stockage, on peut en faire en apportant des matières exogènes comme on fait nous avec du compost. La séquestration, par définition, c'est ce qu'on est capable de produire là où le carbone est produit et de le restituer au sol. Et c'est complètement différent. Donc voilà. Et vous voyez que, en gros, quand vous êtes sur des sols avec des faibles teneurs en argile, eh ben, quand vous avez 2% de matière organique, vous êtes déjà à l'optimum. Et que quand vous êtes à 4% de matière organique dans un sol qui fait 40% d'argile, eh ben, vous n'êtes pas bon du tout. Mais la différence, c'est que dans les systèmes en argile, l'énergie qu'il va falloir mettre pour améliorer le système est énorme. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et les pas de temps peuvent être très longs, sauf si on essaie de mettre en place des systèmes que je prétends, moi, intéressants par rapport à cette approche élevage dans l'ACS. Donc, en gros, là, je prends un exemple. J'ai des sols à 1, je suis à 10%, c'est dans des situations qu'on peut rencontrer chez nous dans des terres un peu plus argileuses. L'objectif, c'est de monter à 2,5. Eh ben, je dois trouver en gros 57 tonnes d'humus pour monter mon système dans la profondeur escomptée. D'accord? Donc, c'est des questions de volume, de proportion. Hein. Et comme on sait qu'on a 5% d'azote dans l'humus, ça veut dire qu'en gros, il faut que j'aille chercher, alors j'avais mis l'unité à 1 euro, mais il faut que je trouve 2800 unités d'azote, et je parle que de l'azote, je parle pas du soufre, du phosphore, de la potasse, des éléments, des micro-éléments, mais le départ, la mise en route, elle est pour moi fondamentale liée à l'azote, et donc là, il faut... Comment on fait, quoi? Et ça, c'est problématique. Pour moi, les 5 fondements, les 5 grandes approches, c'est l'introduction et la réintroduction de l'élevage, la couverture maximale du sol avec restitution importante de la biomasse produite, réduction du travail du sol, rotation des cultures et association végétale. Il y a une grosse partie en fait du semi-direct, sauf que pour moi, quand on remet l'animal dans le système et on passe à un nouveau cap, on y reviendra en fin de présentation. Et pour tout vous dire, en fait, la première ligne, introduction ou réintroduction de l'élevage, au tout début de mes présentations, je la mettais à la fin. Mais aujourd'hui, je prétends que c'est l'un des éléments primordiaux à intégrer pour dynamiser le système. Donc pour moi, l'agriculture régénérative, c'est s'appuyer sur la capacité des ruminants à dynamiser les flux d'énergie, carbone et éléments fertilisants pour que le potentiel naturel des sols
retrouve le maximum de ses capacités à long terme. En gros, on cherche à dynamiser les flux de carbone à l'hectare et à retrouver un statut de matière organique au pluriel, en cohérence avec le type de sol. Ce que je vais vous présenter là, c'est lié à mon contexte pédoclimatique et il n'est pas forcément 100% adaptable dans tous les systèmes pédoclimatiques. Voilà. Il faut être très prudent là-dessus parce que on est sur des dynamiques avec des sols qui sont propres avec leur histoire et avec leurs propriétés. Je dis souvent que c'est comme un livret A, c'est-à-dire que pour que on commence à gagner beaucoup, il va falloir placer énormément parce que le rendement est faible. Et que de temps en temps, si on a besoin, on peut retirer un peu du livret A pour apporter de la fertilisation à nos cultures. Je vous dis ça parce qu'en fait, depuis maintenant 2 ans, je crois, Frédéric arrive à faire des maïs à 60-70 quintaux avec 30 unités d'azote. Parce que ces sols sont capables de lâcher sur 6-8 mois l'équivalent de plus de 200-250 unités d'azote. Ils vont pas les lâcher comme ça. Mais en fait, il a musclé tellement son sol aujourd'hui qu'il peut se permettre de sortir un peu du livret A pour limiter les dépenses. Voilà. Pour démarrer, on s'appuie sur des points agronomiques importants, mais ça, c'est pareil. Je vous dis ça, mais je ne l'ai pas inventé. C'est la logique de toutes les approches en ACS. On analyse la partie physique du sol. Quand un agriculteur me demande de venir sur la ferme pour faire une petite forme d'audit, en fait, si je fais pas de profil de sol, si on fait pas de profil de sol, je viens pas. C'est pas la peine. Ça m'intéresse pas. Voilà. Parce que c'est le point de base. C'est l'élément fondamental. Contrôler le ratio matière organique sur argile, ça nous donne une idée. Ça n'est pas un point super important, mais ça nous donne le trend et ça a le mérite d'éveiller en fait la conscience de ce qui se passe. Regarder le statut acido-basique, contrôler l'état calcique, analyser le statut organobiologique. Je vais parler pas mal de l'approche Célestalab qui, pour moi, est un outil formidable, même si ça coûte cher. C'est grâce à ça, en fait, que j'ai pu progresser aussi dans mon système. Et contrôler par des analyses et interpréter l'état minéral. Donc là, analyse classique, analyse Albrecht, pourquoi pas, et essayer de voir s'il y a des corrélations et comment on fait pour aller chercher des petites choses supplémentaires. Un focus sur le fonctionnement des matières organiques. En gros, il y a 2 grands types de matières organiques. Une matière organique libre, dite libre, qui intervient dans différentes propriétés. En gros, c'est plutôt la fraction qui va alimenter l'activité biologique avec des propriétés sur la nutrition des plantes, sur de la stabilité à court terme, sur des choses comme ça, sur la résistance au tassement. Et puis l'allié qui est beaucoup plus vieille ou qui est beaucoup plus stable et qui, elle, va avoir des propriétés notamment sur la CEC. Et en fait, chez nous, comme on n'a pas d'argile, on n'a pas de CEC. On a peu de CEC. Et pour avoir fait intervenir Claire Chenu, qui est chercheur et qui a travaillé, qui a passé une grande partie de sa vie à comprendre les matières organiques, elle nous avait dit qu'en fait, cette matière organique pouvait substituer pour partie les propriétés des argiles dans nos sols. Donc, voilà pourquoi le compost est intéressant dans les sables. Alors, on n'en fera pas des sols, des argilo-calcaires, enfin des limons argileux hyper intéressants, mais en tout cas, on peut être capable, en travaillant sur cette approche-là, d'améliorer la gamelle de nos sols et puis en même temps de l'augmenter, cette gamelle, et de renforcer l'épaisseur de cette gamelle pour éviter que ça fuit. Voilà en gros. On vient sur une approche élevage. J'ai fait un petit tableau assez synthétique et qui est discutable, hein,
pour dire, voilà, quand on alimente des ruminants, en fait, en gros, on les alimente avec de l'énergie et de l'azote. Et chaque culture a des propriétés, ou chaque fourrage a des propriétés particulières, ou chaque concentré a des propriétés particulières. Charge à nous de faire des bons équilibres pour éviter les acidoses, des choses comme ça, et que ça parte en sucette. Eh ben, le sol, en fait, c'est à peu près la même chose. En fait, il a besoin de rations équilibrées. Et alors, c'est pas si facile que ça. Déjà parce que moi, je suis nul dans les calculs des rations pour les animaux. Je commence à être un peu plus performant sur le calcul des rations pour les sols, mais en gros, l'approche est celle-ci. Et donc, euh, vous avez ici un tableau qui regroupe un peu ce que l'on est capable de produire sur nos parcelles, nos cultures, enfin nos terres. Et puis au centre, vous avez ce qu'est constitué, comment est constitué le sol au niveau des matières organiques. Donc en gros, vous avez une fraction de matière organique libre qui est à peu près, alors les experts vous serez capable de vous donner des chiffres un peu plus précis, mais en gros, c'est 20% de libre et 80% de lié dans nos sols. Ça veut dire aussi, c'est pour ça aussi que dans nos analyses de sol, quand on regarde la teneur en matière organique, eh ben, elle est très fortement impactée par la matière organique liée, le pourcentage de matière organique liée, et ça ne veut pas forcément dire tout sur le bon fonctionnement et les équilibres que l'on peut avoir dans nos sols. En gros, ce que j'aime, ce que j'aime à dire et que Thibaut Desplanches de ces Célestats évoque, et je trouve ça hyper intéressant, c'est que la matière organique libre, en gros, c'est le frigo, et la matière pour la biomasse microbienne, et la matière organique liée, c'est un peu l'habitat. C'est assez schématique, mais je trouve ça intéressant d'un point de vue image. Et donc, pour alimenter tout ça, eh ben, on a des résidus de culture, on a des couverts des productions végétales, et chaque couvert a son C/N. Chaque couvert, j'ai pas mis là, mais a son rendement isohymique, qui est à dissocier et qui est un faux ami des C/N. Il faut faire très attention à tout ça. On va pas rentrer dans le détail là parce que sinon on en a pour 2 heures. Mais il faut travailler là-dessus et comprendre le fonctionnement de tout ça pour bien calibrer les rations que l'on va apporter au sol grâce aux analyses Célestalab. Donc, c'est sous-entendu, hein, apporter une ration convenable à la biomasse microbienne de mon sol et donc la nécessité de savoir comment ma biomasse microbienne fonctionne. C'est très important. C'est très, très important. On essaie de comprendre comment notre vache ou notre brebis fonctionne. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et donc, la biomasse microbienne bouffe autant qu'une vache. Donc, il faut s'en occuper, s'en préoccuper. Et je dirais que le double effet qui se coule d'agriculteurs, polyculteurs, éleveurs qui rentrent dans ces approches-là, c'est que vous êtes condamné à alimenter deux types d'animaux, vos ruminants et la biomasse microbienne. Un céréalier, ben lui, il s'occupe que de la biomasse microbienne, mais vous allez voir que le ruminant apporte quelques petites subtilités de levier qui sont hyper intéressants pour améliorer le système. J'aime beaucoup cette diapo. C'est M. Salducci Celesta qui la présente. En fait, la fertilité biologique, c'est comme un tracteur. Pour qu'il tourne, vous avez un moteur, c'est la biomasse microbienne. Le carburant, c'est la matière organique et la qualité du carburant que vous allez mettre dedans. Et puis, la transmission, c'est comment vous allez dynamiser l'activité de la biomasse microbienne. Comment elle travaille? Est-ce qu'elle a la capacité? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Est-ce que la boîte de vitesse est en bon état, quoi? Voilà. Vous avez ici un essai que j'avais mis en place chez moi il y a quelques années sur mon gazon. Et alors, en fait, en formation, je le présente sous forme de quiz de questions. Donc là, on va y aller plutôt simple. J'ai appliqué dans les carrés différents produits. Et il y en a un, c'est le témoin zéro. Quel est l'endroit le plus clair et quel est l'endroit le plus foncé? Le plus clair, c'est en haut à droite et le plus foncé, c'est en bas à gauche.
qu'est-ce que j'ai mis en bas à gauche? Ben, j'ai tout simplement mis l'équivalent de 400 ou 450 kilos hectares de tourteaux de soja. Le tourteau de soja, c'est quoi? C'est de la protéine. Et donc, en fait, j'ai alimenté, dans un premier temps, l'activité de la biomasse microbienne qui s'est développée, qui a bouffé, et qui m'a permis de relâcher, eh ben, en fait, l'azote que j'avais dans cette protéine au bout d'un moment. Donc, les protéines, hein, pour faire simple, voilà, vous avez l'équivalent avec l'azote. Donc, en gros, si vous voulez avoir la quantité d'azote, c'est la quantité de protéines divisée par 6,25 et vous allez avoir la quantité d'azote. Donc, quand vous êtes sur un soja à 46 ou 48, là, voilà ce que j'ai apporté. Donc, ça fait des quantités de 40, je sais plus, 40 unités d'azote. Et ça, c'est très fugace. C'est-à-dire que si derrière, ça s'est vu pendant 10 jours, puis après, pouf, c'est parti. Et en fait, si on n'alimente pas derrière l'augmentation de la biomasse microbienne, elle a faim. Et donc, à un moment donné, pouf, il n'y a plus rien, quoi. On n'auto-alimente plus le système. Parce qu'en fait, je suis sur déjà un support qui est très pauvre, hein, dans mon gazon. Donc, il faut alimenter le compartiment organique labile. Et quand un éleveur voit cette photo-là, forcément que ça lui fait mal au cœur. Ça se comprend. On préférerait mettre ça dans la gueule des animaux. Mais la règle de base, c'est d'alimenter en premier lieu le sol pour qu'il nous rende le meilleur de lui-même. Et ça, c'est très important. Donc, en gros, c'est l'approche Vence. Elle est un peu comme ça, hein, sauf que moi, je mets pas de produits dessus pour activité, la fermentation et tout ça. Je pars du principe que comme j'ai fait passer mes vaches ou mes brebis, en fait, mes vaches et mes brebis m'apportent le thé de compost hyper équilibré que je dois avoir pour dynamiser mon système. Pour moi, les bouses, c'est du thé de compost et j'ai pas besoin de le faire. Voilà. Donc, on utilise l'animal comme un outil dans le système. Ça, c'est une photo à droite. Là, on m'avait demandé d'apporter mes bœufs à Innovagri, je ne sais plus en quelle année. Et donc, au fond, vous avez un Smart Direct, là, un Waving. Et donc, simplement, c'est pour vous dire que l'animal, je considère l'animal comme un outil, avec la particularité comme un outil, c'est que si on l'utilise mal, on peut faire des bêtises. Et j'en ai fait. Mais par contre, la sécurité, c'est que si ça va mal sur l'exploitation financièrement, je peux m'ensiger l'essieu arrière de ma vache, alors que le waving, ça va être difficile. L'approche globale sur la ferme, alors j'ai essayé de resynthétiser ça sur les 10 commandements qui sont évolutifs de par cette notion holistique. Durant la première phase de mise en place, l'élevage est au service du sol et non l'inverse. Laisser une part importante de biomasse au sol sur un cycle annuel. 2 à 3 bilans fourragers par an, ce qui me permet, moi, de caler avec plus de précision la disponibilité pour mon sol et la disponibilité pour mes animaux. Privilégier le chargement instantané, l'équivalent de 200 voire 300 UGB hectares. Ça, c'est le principe du pâturage régénératif par rapport au taux de chargement. Utiliser des analyses de sol de type Célestat afin d'orienter au plus juste le pâturage vers les objectifs agronomiques souhaités. Je vous l'ai dit, les pattes viennent au champ et non l'inverse. C'est la règle fondamentale, hein. Alors, on peut être amené à faire différemment dans des périodes particulières, des périodes critiques où on est obligé de rentrer les animaux dans certaines situations, ce qui peut être compréhensible, hein. Mais auquel cas, on casse un peu cette dynamique de cycle. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pas gênant en soi.
Mais au plus, si on peut apporter les vaches au champ plutôt que le champ aux vaches, c'est quand même mieux. Fréquence de déplacement des animaux et temps de repos des parcelles, bon bah ça c'est connu. Maintenir des systèmes racinaires puissants et vivants le plus longtemps possible dans l'assolement. Je vous reparlerai ce que j'appelle moi des métèques max par rapport aux prairies et aux prairies temporaires. Mais de toute façon j'ai une diapo après, donc on y reviendra. S'équiper d'un système de pâturage mobile performant, ça c'est pour pas être ennuyé et passer le moins de temps possible. En fait, sur la ferme, je gère 2 MO, la matière organique et la main-d'œuvre. Je suis tout seul sur la ferme, même si j'ai mes collègues autour qui peuvent me donner des fois des coups de main. Et en même temps, de par la rentabilité de l'exploitation dans laquelle je suis, il faut pas que je passe un temps plein sur ma ferme. C'est pas concevable. Donc, il faut vraiment que j'optimise au maximum tout ça. Alterner l'utilisation des outils ovins, bovins, pourquoi pas volailles, mais c'est une autre approche. Là, c'est plutôt dans la diversification du marché pour ma clientèle et pour profiter donc de leur synergie. Voilà. Donc, augmenter la production de viande à l'hectare lorsque mon sol me dit que c'est possible. On me dit, oui, pourquoi tu mets pas, t'as pas assez d'animaux? Eh oui, mais je sais ce que mon sol est capable de produire initialement, depuis 2018, et je sais, donc je sais le nombre d'animaux que je peux mettre dessus. Une structure avait fait chez moi un audit en me calant sur 6 tonnes de matière sèche. C'était pas possible, quoi. C'était pas possible. Je suis incapable de faire 6 tonnes de matière sèche dans des prairies. Donc, il faut recaler les choses à son juste milieu. Et donc, il faut faire attention, c'est augmenter la production végétale à l'hectare si je veux augmenter mon nombre d'animaux, plutôt que d'aller chercher des terres à l'extérieur pour augmenter mon nombre d'animaux. Il faut que j'intensifie le système jusqu'à un certain niveau qui va me dire attention. Alors après, je peux le dépasser, c'est pas un problème, mais si je veux essayer d'être à l'équilibre dans les émissions de carbone sur ma ferme, peut-être il arrivera un moment où je vais produire peut-être un peu trop de viande à l'hectare. Voilà. Je suis en train de travailler là avec une structure qui va me sortir mon bilan carbone et donc on va voir ce que ça va donner, quoi. Mais voilà. Donc pour y arriver, dynamiser les flux d'énergie, muscler mes sols par l'augmentation des teneurs en matière organique, l'accroissement de la biomasse microbienne, autant qualitativement que quantitativement. Et donc ça passe par une intensification de la production tout en séquestrant du carbone. Voilà. Je vais passer, c'est de la redite. Maintenant, sur le système mis en place sur la ferme, vous avez ici deux photos qui ont été prises le même jour. Ce sont 2 couverts qui ont été semés le même jour par le même chauffeur, le même semoir, le même tracteur, le même mélange. Vous avez à gauche un couvert qui a été fait sur des terres à Frédéric et à droite sur mes terres que j'avais repris. Les terres sont espacées on va dire, de 300 mètres. Donc, il n'a pas plus plu à gauche qu'à droite. La véritable réussite de la photo de gauche, c'est qu'on est sur des sols qui ont acquis un certain niveau de fertilité globale. Et donc, un niveau de matière organique beaucoup plus important qui me permet d'avoir cette fameuse corrélation entre les propriétés quand on améliore les teneurs en matière organique. Et là, en l'occurrence, c'est la réserve utile, c'est la capacité à tamponner les températures au sol parce que votre matière organique séquestre un peu d'eau que à côté je suis incapable de faire. Donc l'eau, c'est un intercoleur, donc ça tamponne les températures. Et que donc dans des situations où vous avez 40 degrés en plein cagnard, voire plus au sol, mais en fait vous stérilisez ce système et vous avez des graines qui sont incapables de germer à ces températures-là. Donc, à un moment donné, ça se met un peu en rideau. Donc, la densité n'est pas là. Et après, comme il n'y a pas la camelote
comme le sol n'est pas assez musclé pour fournir l'énergie aux plantes, eh ben, vous arrivez avec péniblement 500 kg de matière sèche à l'hectare. Voilà. La fin d'azote, l'un des curseurs holistiques que j'utilise pour voir si ça s'améliore dans mes parcelles, c'est la dynamique de pousse des cultures après passage des animaux sur des couverts précédents. En gros, est-ce que là où il y a des bousses, ça pousse plus, c'est plus vert qu'à côté? Et force est de constater, c'est que petit à petit, toutes ces choses-là se lissent. Je vois de moins en moins ces choses-là. Donc ça, c'est intéressant. Et puis là, en fait, vous avez un sorgho. Je travaille beaucoup le sorgho. Je vais vous dire pourquoi. Donc, dans ce couloir-là, en fait, je sentais que j'allais être débordé. Et donc, j'ai fait ce que certains appellent dans les prairies du topping. Donc, j'ai fauché. Et puis, ça me permet de caler en fait une repousse à un stade convenable au moment où les vaches vont revenir. Sinon, ça va être trop développé et je perds en UF, je perds en valeur et ça peut être, voilà, c'est un peu moins intéressant. Sauf que si je laisse pousser, par contre, je vais séquestrer beaucoup plus de carbone. Alors ça se discute aussi, hein, vous avez des gars comme Cédric Cabrol qui a beaucoup travaillé aussi sur cette notion de pâturage assez haut pour redistribuer énormément de carbone liquide, des choses comme ça. Donc tout n'est pas, je ne détiens pas toute la vérité. Il y a des choses qui sont encore à peaufiner, mais voilà. Et voilà ce qui se passe sur la parcelle. Vous avez à droite le couloir qui a été pâturé. Et donc les vaches ont restitué la majeure partie en fait de l'azote, du phosphore, de la potasse, bref, de tous les éléments. Donc on dynamise le flux dans le système et donc la plante elle se dit bah youpi. Au passage, c'est la même parcelle où j'avais le couvert pas réussi qui faisait 500 kilos. C'est la même parcelle, hein. Mais là on est en 2023. Donc là en fait on réamorce le système pour que la photosynthèse reparte et reproduise du carbone. Alors qu'à côté, eh ben, mon cycle a été fait, mais en fait, mon pauvre sorgho, eh ben, il a fait ce qu'il a pu parce que ce que j'ai fauché n'a pas eu le temps, en fait, d'être restitué sous forme d'éléments nutritifs. Et donc, j'immobilise énormément, ça va revenir, mais en attendant, je suis en culotte courte en termes de valeur sur cette biomasse. Voilà. Un graphique qui montre l'importance, en fait, d'apporter de l'azote dans le système. Alors, soit on l'apporte par les plantes, par des mélanges avec des légumineuses et notamment du trèfle, en tout cas chez moi, ou soit on apporte de l'azote. Et c'est pas gênant. Et c'est pas un gros mot que d'apporter de l'azote, à condition, et ça c'est un contrat moral qu'on doit avoir chez nous, de ne pas perdre cet azote-là et de la transformer en matière organique. La même parcelle avec une veste velue associée avec de la facélie pour produire de l'azote, un maximum dans le système, mais aussi produire de la biomasse et de la matière organique la libre. Alors, face à tout ça, les périodes de sécheresse successives m'ont permis d'affirmer que les prairies ne sont pas vertueuses, en tout cas pas chez moi. Parce qu'en fait, dans les années classiques, à partir du 10-15 juin, les prairies sont paillasses et elles redémarrent que fin septembre. Et donc, pendant toute cette période-là, on est sur une offre de photosynthèse énorme et nos prairies sont incapables d'en profiter. Donc, dans les systèmes conventionnels, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fout les animaux là-dedans, ça bouffe ce que ça peut, et puis on rapporte du foin qui a été fait 15 jours auparavant dans d'autres parcelles. Ben, moi, je voulais pas rentrer dans ce système-là. Donc, j'ai essayé de voir comment je pouvais faire. Et donc, vous avez ici un graphe qui montre en fait l'évolution de la construction de la biomasse en fonction des types de production. En tout cas, ça, c'est chez moi. Hein. Donc, au maximum, la prairie va me produire chez moi
au printemps, 2 tonnes et demie, 3 tonnes de matière sèche, et puis elle va m'en reproduire une tonne et demie à l'automne. On a donc la minéralisation printanière et la minéralisation automnale. On connaît tous. Mais vous voyez que entre juin et septembre, c'est le calme plage, et puis en sortie d'hiver aussi. Donc encore en sortie d'hiver, on peut utiliser plutôt la gestion du stock sur pied. Donc ça, c'est des choses différentes. Mais en tout cas, en été, on n'est pas bien. Les couverts végétaux, certes, ça peut être intéressant quand on les réussit et quand le sol est capable de produire des couverts végétaux. Et ça, ok, ça peut être intéressant dans la partie plutôt automnale, voire hivernale. Et donc, ça vient en cumul des prairies. Donc, on peut bonifier le système de cette façon-là. Mais à condition de réussir les couverts, ce qui n'est pas toujours évident. Vous avez ici les couverts de printemps. Ce que j'appelle couverts de printemps, c'est un biomax semé là, courant avril, dans des périodes où on est capable de produire du maïs ou du tournesol. Et on est capable de produire un biomax à cette époque-là, avec un mélange tournesol, un peu de sorgho, un peu de vesse, un peu de pois, pas mal de choses qui nous permettent de produire énormément de biomasse et pâturable dans la période, on va dire, fin juin et juillet, quand on est au zénith de la production. Sauf que ça, quand vous le faites pâturer, derrière, il n'y a plus rien. C'est le calme plage. Et donc, ce sont des parcelles qui vont être confrontées à des agressions beaucoup plus importantes et le risque aussi d'ensalissement. Donc, il faut être très, très prudent sur cette approche. La partie fourrage d'été, où là, clairement, c'est du sorgho. J'implante un sorgho au mois de mai. Il est certes caractériel à la mise en place, mais dès qu'il est en place, et dès que vous lui mettez une bonne quantité d'azote au pied, il va produire. Et il est capable de produire beaucoup. Je vous montrerai des photos. Et donc ça peut être intéressant. Sauf que il pousse tellement bien qu'à un moment donné, si on se fait déborder, on perd en valeur alimentaire. Quand on est sur des systèmes où on se focalise uniquement sur la productivité de l'élevage, mais pas forcément sur la productivité du sol. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est sur des fourrages, des sorgho qui arrivent presque à épi, on n'est plus sur le même UF qu'un sorgho qui a 1 mètre de hauteur, mais les animaux sont pas fous, ils vont aller chercher les parties les plus digestes et ils vont restituer au sol les parties les moins digestes. Et ce qui est intéressant, c'est que les moins digestes, en fait, sont des supports super performants pour nous séquestrer, enfin, pour la séquestration du carbone dans nos sols. Et comme les vaches passent, ou les brebis passent, vous faites baisser le C sur N global de tout ça, parce que les pissas et les bouses vous apportent de l'azote et tous les autres éléments qui vont permettre justement d'équilibrer le système pour que la biomasse microbienne ne soit pas en panne face à ce volume de biomasse à consommer. Là, vous avez les métailles. Les métailles, c'est calqué sur les productions de céréales ou les productions de fourrage, ou de prairies, c'est exactement la même chose. Mais si vous cumulez un métail avec un fourrage d'été, et bien là, en fait, vous remplissez toutes les cases avec la prairie, qui quand même qui a sa part qui a une part importante dans le système. Mais en tout cas, dans la période où elle est incapable de produire, voire, je pense même qu'elle déstocke, et bien là, dans ces situations-là, on est capable de produire et de séquestrer de façon significative du carbone dans notre système. Voilà un exemple. Là, c'est des animaux dans un couvert biomax semé au printemps. Voilà la restitution j'avais beaucoup de PSD. Donc ça, c'est de la restitution PSD. Vous avez ici des brebis qui sont prêtes à être sevrées. Enfin, des agneaux qui sont prêtes à être sevrés. Vous avez les brebis et les agneaux sevrés dans 3-4 jours. Donc, vous avez les animaux dans un sorgho qui a été semé un peu tôt, où j'ai perdu les pieds. J'ai tenté le coup et
et donc, c'était une erreur. Dans des situations comme ça, il ne faut pas s'affoler. Un sorgho pousse bien et démarre bien que s'il a au moins 12-15 degrés au sol. Donc là, c'était un peu trop tôt. Toujours est-il que le 4 août, le sorgho était reparti. Le 12 août, voilà. Et le 16 août, on remet les agneaux seuls, sevrés, dans la biomasse. Situation 2021 où on a eu de l'eau au bon moment et tout le monde a explosé les scores sur les cultures d'été. Les maïs faisaient des gros rendements, ben les sorgho aussi, hein. Donc là, en gros, je me suis fait déborder et voilà ce que ça donne. Donc vous avez ici en juillet-août la production d'un sorgho. Ces sols-là n'ont jamais produit autant de matière sèche à l'hectare. Jamais, jamais de leur vie. Là, on était sur 11 tonnes de matière sèche. Donc 11 tonnes de matière sèche, on s'est fait déborder. On rentre les animaux là-dedans. Et ben, vous avez en haut à droite ce que va restituer les animaux, ce que vont restituer les animaux au sol, vont me protéger le sol. Et là, le sorgho repart. C'est-à-dire que lui, il n'a pas fini son cycle. Il est protégé par les UV, mais aussi on limite l'évapotranspiration. Et derrière, ça redémarre. Donc, on se séquestre là. La même parcelle au mois de septembre, donc c'était la veille de semer un triticale. Je repasse les animaux dedans, et là on est sur un sorgho qui fait 20 cm. Hein. Et à la deuxième coupe, c'est pas gênant, on prend pas de risque à la deuxième coupe de mettre des animaux. C'est la première coupe où il faut être vigilant par rapport à la fameuse acide cyanhydrique, mais après c'est pas gênant. Ça, c'est le triticale dans cette même parcelle le 15 mars 2022. Donc voilà, hein, là on était en septembre. Le 15 mars 2022, vous avez le triticale qui a fait 40 quintaux cette année-là. Derrière le triticale, on fait un couvert biomax. Et dans ce couvert biomax, j'essaie de trouver un équilibre et d'injecter des plantes qui vont être capables de repartir après pâturage. Pour deux raisons, plusieurs raisons même. La première, c'est que il faut impérativement que j'ai de la racine vivante tout le temps. C'était les règles que je vous disais auparavant. La deuxième chose, c'est que si ça repart, je remets ces plantes-là en concurrence avec d'autres adventices éventuels. Donc, je limite les problèmes. La troisième chose, c'est que ça peut me faire une bouffe de sécurité supplémentaire. Et si c'est pas le cas, je restitue une part de matière organique labile très intéressante pour mon sol. Pour ce faire, j'injecte du colza fourragé et de la veste velue qui, pour moi, la veste velue, c'est une bête de guerre. En élevage, ça pose pas de problème. Et donc là, quand vous faites pâturer comme vous voyez en bas à droite, ça c'est la sortie de pâturage sur la partie droite là. Et donc vous laissez en gros le cœur du colza et 1 à 2 feuilles. Et ben là, je peux vous assurer que derrière, ça repart et vous pouvez pâturer même encore 1 voire 2 fois derrière. La même parcelle toujours hein, dans le suivi. À un moment donné, quand ça gèle, vos plantes estivales, elles sont plus très intéressantes pour les animaux, mais il vous reste encore votre colza, votre vesse et quelques crucifères si vous en mettez en plus. Et donc, ça permet d'alimenter encore les animaux et tout en faisant attention à la sortie de l'animal pour avoir une restitution et un redémarrage des plantes. Toujours la même parcelle. Une précision que tu peux nous apporter, Franck. Il y a une interrogation dans la plaine qui revient souvent chez les éleveurs où les gens ont peur que la veste velue soit toxique. C'est la graine de veste velue qui est toxique, mais pas la plante en soi. Ouais, c'est la graine. Et encore, c'est la graine quand vous faites manger au seau dans un râtelier que de la graine. Moi, j'ai fait pâturer des couverts où la veste grainait un peu, mais j'avais d'autres plantes avec qui permettaient de diluer énormément. C'est une question de quantité en fait. C'est comme si nous on mangeait 3 cuillères de sel
tous les jours, quoi. À un moment donné, ça va pas le faire, quoi. Mais en tout cas, pâturer comme ça en verre, non, non, c'est le top, hein. Donc, vous voyez, là, vous avez au mois de mars 2023, vous avez encore des animaux là en fin d'engraissement, des agneaux en fin d'engraissement au mois de mars. Et, euh, et là, vous avez la même parcelle le 21 avril au moment du semis de maïs. Donc, à un moment donné, j'ai bloqué, les derniers agneaux engraissés sont partis, j'ai produit de la biomasse, je restitue énormément de matière organique labile et je sème mon maïs dans un couvert qui me permet de protéger mon sol et d'envoyer derrière. Et comme j'ai fait pâturer énormément mes animaux là-dessus, d'un point de vue fertilité et fertilisation, j'ai quand même un peu plus de souplesse. Sachant qu'on est en 2023 par rapport à 2018, si j'avais réussi ça en 2018, il est fort probable que mon maïs rentre en fin d'azote et d'éléments. Mais pas plus là, c'est fini là, c'est parti. Donc vous avez en bas à gauche le GPS Sologno, la barre de guidage, et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne le 2 juin. Voilà, voilà. Donc, et ça m'a fait 50 quintaux, qui pour moi est plus que convenable. Derrière le maïs, on ne laisse pas la place à rien. On ressème, donc je ressème une vesse assez dense, semis du mois d'octobre. Après la vesse, au mois de juin, je sème mon sorgho pour passer mes animaux dedans. Donc, je sème dans une veste vivante que je vais après tenir en respect ou je traite juste avant au glypho et le pâturage mi-juillet avec mes animaux. Voilà. Et là, en remettant 40-50 unités d'azote dans le sorgho et du soufre. Derrière le sorgho, ça c'est pas plus tard que cet automne. Donc dans des parcelles où vous êtes en bas à gauche là et que vous êtes en fin de cycle et de toute façon vous n'aurez pas la capacité de revenir, je me suis dit allez hop, le 9 septembre, je sème dans l'une de mes bandes un mélange de plantain trèfle blanc, deux types de trèfle blanc, veste velue, triticale, pois fourragé. Et là, j'ai pas désherbé. Parce que, en fait, la situation climatique faisait que j'avais suffisamment d'eau pour faire germer et que je rentrais dans les périodes où le sorgho n'était plus vigoureux. En fait, il allait petit à petit laisser la place au semis que j'avais fait, quoi. Donc, j'ai pas désherbé. Donc, à un moment donné, j'avais la levée de mon couvert associée à mon triticale. Et puis, on va dire 3 semaines après, première petite gelée, paf, tout a été bloqué et le reste est parti. Voilà le mélange au mois de décembre 2024. Et donc là, je vais rentrer mes animaux là-dedans. Un autre exemple où j'ai essayé de travailler le régras italien tétraploïde non alternatif pour produire de la végétation. Et en fait, je l'avais associé à du trèfle vésiculé, du trèfle de Perse, de l'avoine rude et de la facélie. J'ai fait passer mes animaux et en fait, l'objectif, c'est de voir potentiellement combien de fois je suis capable de faire passer mes animaux. Et ce qui me permet là d'avoir une précision du coût de matière sèche que je mets à mes animaux par jour. Si j'ai 150 € de l'hectare de semences, si je fais pâturer l'équivalent de 3 fois ou 4 fois une tonne sur 18 mois, eh ben, je dilue autant le coût. C'est le nombre de passages qui me dilue le coût de matière sèche, quoi. Et donc voilà, avec des bols engraissement. Alors c'est pas grave. Après, si l'avoine est à graines, c'est pas grave. Même l'avoine en lait là est super intéressante d'ailleurs. Là, c'est un semis de mélange trèfle blanc et de plantain semé en mai-juin et fait pâturer au mois d'octobre.
Et vous avez la situation, la vue là, aérienne de cette parcelle-là. Alors au passage, j'ai pas dit, mais toutes mes parcelles sont calibrées en couloir à étincelles de 48 mètres, multiples de semoirs. Alors pas forcément multiples de pulvées. J'avais bon espoir avec Fred quand il prévoyait de changer son pulvé, mais on est resté en 21 mètres. Donc je suis pas multiple de pulvées. Ça m'ennuie un peu. Mais donc, faut que je jongle un peu. Mais en tout cas, je suis multiple de ce mois puisqu'on est en 3 mètres. Et donc, ça me permet, moi, de rentrer sur ces parcelles-là pour refaire des céréales s'il y a besoin. Si le marché est en face ou pas. Voilà. En tout cas, là, je reproduis de l'azote dans mon système. Et donc, je vais voir cette parcelle-là, comment je vais la gérer. Donc, je vais la tenir peut-être 3 ans en fonction de ce qui se passe et de la capacité, en fait, de ce mélange à tenir sur plusieurs années. Au passage, là-dessus, je vais toucher euh, une aide légumineuse qui est non négligeable et qui me permet d'amortir pour partie l'investissement que je fais à la base. Donc, en fait, ma matière sèche me coûte rien, quoi. Donc, dans ces systèmes-là, en fait, on est vachement robuste, quoi. Non. Cette notion de double couvert, quand on a de l'élevage, au départ, je faisais ça. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la bonne formule. Alors, c'est joli à voir, hein. C'est sympa. Vous avez les animaux là sur la photo en bas à droite, où donc dans la partie du couloir de gauche, elles sont encore dedans, et puis la partie de droite, c'est ce qu'elles viennent de pâturer. Donc, j'avais fait tout raser là. On était en 2022, avant que je comprenne aussi pas mal de choses. Et donc, je me suis dit, bah là, au mois d'octobre, on est dans des bonnes conditions, je ressème. Donc là, j'avais ressemé un mélange, c'était seigle ou triticale, avec de la veste, je crois, il me semble, ouais. Et puis, et ben voilà, donc sur la partie de gauche, pardon, après la partie de gauche où on voit les animaux, quand ça a été fini d'être pâturé, c'est pareil. Donc on était plutôt fin octobre. J'ai ressemé un mélange qui était plus typé légumineuse avec de la févrole et de la veste, mais ça n'a pas bien poussé parce que la févrole aujourd'hui n'est pas configurée pour bien pousser dans mes terres. Voilà, chez Fred, ça pousse mieux que chez moi aujourd'hui la févrole. Donc ça viendra petit à petit. Mais en tout cas, vous avez les résultats du maïs semé derrière. Vous avez les deux situations, voilà. Bon, des animaux toujours en engraissement. Je vais passer là-dessus. On sait que le pâturage dynamise la production de biomasse dans nos prairies et donc on est plus performant quand on met les animaux que quand on fauche et qu'on exporte, forcément. Donc, d'où cette notion de pâturage régénératif qu'on entend beaucoup et que c'est les anglo-saxons qui nous apprennent tout ça, hein. On n'est pas non plus, voilà, moi j'invente pas, j'ai rien à inventer, hein. J'essaie d'appliquer ce qui existe déjà et ce qui me paraît le plus intéressant pour chez moi. Donc voilà, et le principe, c'est d'en laisser une grosse partie au sol. Alors il y a plusieurs règles, hein. Vous avez des approches où on fait tout manger, on fait table rase, mais on revient très très longtemps après sur la parcelle. Et puis là, c'est des systèmes un peu intermédiaires. Donc le principe, hein, c'est de laisser un tiers, voire peut-être la moitié de la biomasse pour le sol et d'en faire manger qu'une partie. Alors après, forcément, on n'est pas là dans la situation où j'étais, c'était un peu avancé. Et donc, la valeur là de cette prairie-là était quand même un peu limite. Il faut aussi faire attention de ne pas aller trop à l'extrême, quoi, hein. Et là, on est sur plutôt la partie performance animale, où on est sur du pâturage tournant dynamique. Et de ce que j'en vois chez moi, et je resterai très prudent là-dessus, mais je vous donne ce que j'en pense, je vous dis ce que j'en pense, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit la meilleure technique pour séquestrer. Voilà. Par contre, c'est la meilleure technique pour être performant sur les animaux. Ça, c'est la seule fois où j'ai pu être super performant. En fait, j'avais mes vaches qui n'avaient pas pris à l'insémination, donc elles étaient plutôt à l'entretien. Et j'avais mes brebis qui étaient, elles, avec leurs petits. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calibré mes surfaces pour que mes brebis mangent le top du top de ce qu'il y avait. Et là, on était sur des situations déjà bien avancées.
Et elle me laissait le moins bon. Mais le moins bon était déjà suffisamment bon pour des animaux à l'entretien derrière, et notamment pour des angus. Et donc mes angus mangent le reste, et voilà ce qui reste, le résiduel, par la suite. C'est ce que j'ai réussi à faire de mieux, sachant que le pâturage tournant dynamique, c'est quand même assez technique. Euh, ce que je dis par boutade, c'est que pendant 20 ans, j'ai préconisé des produits du 0,3, du 0 machin, d'Opus, d'Opéra, de fongicides. Ben, c'est beaucoup plus délicat à gérer ça que de préconiser du 0,3 de fongicides. Je vous assure. Donc, voilà, en gros, voilà, je pense pas qu'on soit là quand vous revenez en plus, ensuite, suite au passage là, à 21 ou 25 jours derrière, je suis pas sûr qu'on séquestre tant que ça, quoi. Voilà. Le bad grazing, le système d'hivernage que je mets en place chez moi, donc en gros, j'essaie de calibrer, de produire la quantité de ballots pour le nombre de jours à hiverner. Et en gros, c'est un ballot par jour pour le groupe d'animaux qui va pâturer à l'endroit convenu. Donc, comme j'augmente un peu mon cheptel bovin, j'augmente aussi ma grosseur de balles de foin. Mais en gros, c'est un ballot par jour. Voilà. Ça, c'est une photo prise au mois de décembre. Donc, en gros, là, on est sur le Regra italien mélangé aux deux trèfles. Donc, j'ai fait passer déjà 2 fois mes animaux. Et là, on repasse en hiver. Donc, où mes animaux ont une petite ration en verre. Et pour que ce soit à l'optimum, eh bien, en fait, je leur fais manger le verre plutôt que de dérouler le ballot sur le verre. Je leur fais manger le verre et le lendemain, j'ouvre pour qu'ils remangent cette partie-là et je déroule le ballot de foin sur ce qui a été pâturé. Voilà comment je procède. Et là, on stocke du carbone, on n'en séquestre pas, puisque le foin que j'ai mis ici n'a pas été produit sur la parcelle. Il vient de l'extérieur, soit sur des parcelles où je mets pas d'animaux parce que c'est difficile, c'est isolé, c'est excentré et peu pâturable, ou soit par le biais de foin que j'achète. Donc, ok, je construis mon sol, mais je déshabille Pierre pour habiller Paul. Voilà. Mais par contre, c'est Là, important. là, tu disais que tu donnais du verre aux animaux et seulement après tu déroulais. Donc après, tu leur fais faire un retour pour qu'ils puissent y retournent Alors, sur l'ancienne. alors, en fait, je suis en fil avant, fil arrière. Là, on voit pas le fil arrière, mais en fait, je rapproche le fil arrière en fonction de la répartition des bouses sur l'espace donné. Et en fait, ça, c'est mon indicateur. C'est un indicateur holistique comme un autre. C'est-à-dire que si sur 360 degrés, je marche sur une bouse, je resserre. C'est que la partie en question est suffisamment bien euh, bousée. Je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais voilà. Et donc, en fait, derrière, et puis je leur laisse quand même un peu d'espace, parce que sinon, le couloir, là, il n'est pas large, hein, il fait 6-8 mètres. Quand vous avez le nombre d'animaux, si vous avez 2 ou 3 castagneurs là-dedans, des fois, ça peut, voilà, ça peut être chaud, quoi. Hein. Et là, je suis en abreuvement à la citerne, et très prochainement, c'est-à-dire là au printemps, toute cette parcelle-là, donc il y en a une petite dizaine d'hectares, va être en intégrale en eau pour des questions de facilité. Donc j'ai investi dans un compteur à eau sur des terres qui ne m'appartiennent pas, mais pour moi j'y vois un intérêt, c'est que derrière je vais gagner en temps, en qualité d'eau durant l'été et en rapidité d'abreuvement. Voilà. Donc, le principe, c'est de régénérer beaucoup plus vite des sols en mauvais état. Donc, on concentre le pâturage de matière sèche, exogène, sur la parcelle, soit sur des prairies ou soit sur des parcelles qui vont être dédiées à des cultures. Ça va être dédié à des cultures dans quelques années. Alors, il faut être très prudent sur la dissémination de mauvaises graines par rapport à ce foin-là.
Je vous en dirai plus dans quelques années. Mais comme là, je vais repartir sur de la prairie, une succession de production de biomasse, fourrage type sorgho, mais aussi associé à une forme de prairie temporaire, donc un mélange de triticale, de plantain trèfle ou de luzerne trèfle pour les terres de luzerne plantain pardon pour les terres les plus saines. Donc en fait, je vais mixer un peu les deux sur les couloirs pour apporter une ration équilibrée. Voilà. Donc voilà le backgrazing, voilà. Donc bah effectivement, quand on fait ça, bah moi dans mon secteur, on me prend pour un barjot, hein, mais au moins je gagne énormément de temps et je gagne, ça me fait gagner de l'argent, quoi. Voilà la situation là sur mes couloirs en mars, là, au mois de mars dernier. Donc je teste différents protocoles avec différentes implantations derrière pour voir ce qui est intéressant, plus intéressant ou pas. Voilà. Et depuis cette année, j'ai fait mes calculs et pour moi, j'ai plus à gagner à acheter du foin à l'extérieur que de le faire faire chez moi. Voilà. Donc j'ai fait mes ratios et pour moi, c'est plus intéressant. Jusqu'au jour où il n'y aura pas de foin à l'extérieur et que je serai un peu en culotte courte. Donc j'en fais toujours un peu chez moi, mais je mixte un peu avec deux fournisseurs et une partie de production chez moi. Transformer des essais en réussite, ça c'était mon premier maïs. J'étais très content. J'avais des maïs qui étaient plutôt jolis, sauf que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'été 2019 a été très très caniculaire. Et en fait, on a une vague de chaleur qui est passée, nous, au moment de la floraison du maïs, et mes maïs n'ont pas fécondé. Il n'y avait pas un épi sur les pieds. Il n'y avait pas un épi. Donc l'expert climatique est venu, on a regardé, il m'a dit OK, bon bah c'est bon. En fait, on était dans un couloir et au passage chez Fred, de par la robustesse de son système et la résilience de ses sols, il a fait, je crois à l'époque, 30 ou 40 quintaux de maïs. Donc ça vous montre l'importance en fait d'améliorer la fertilité de nos sols, quoi. Et donc là, bah, je lui dis bah, qu'est-ce que j'en fais? Je vais pas le récolter. Bah, il me dit non, vous pouvez le broyer. Et donc, j'ai dit, bah, je vais le broyer, ça va me coûter. Déjà que, bon, alors si l'assurance m'a bien remboursé, mais bon, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, j'ai mis mes vaches dedans. Et donc, ça, c'est mes vaches, c'est mon tarup. Voilà, c'est mon outil, c'est mon broyeur. Et donc, j'ai essayé de faire en sorte que mes vaches piétinent au maximum les cannes pour les éclater, pour que les pyrales, en fait, j'ai moins de problèmes de pyrales après dans le secteur. Enfin bref, voilà. On essaie de travailler aussi comme ça. Les effluents, c'est le nerf de la guerre. Pour moi, c'est une production de thé de compost endémique. Euh, c'est magique, ces choses-là. Euh, Vous avez ici l'illustration de ce que peut apporter un ruminant sur une parcelle. Et en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que quel que soit l'endroit, puisque nous, on a fait des comptages, enfin, c'est pas nous, c'est un stagiaire qui a fait des comptages de bousiers, même sur les parcelles céréalières, quand vous apportez des ruminants, le cortège de biodiversité suit. C'est incroyable. Et donc, en fait, tout le monde se donne le mot. Il y a les grosses noiraudes qui vont là-haut, et ben on suit, on y va parce que la bouffe va être là-haut. Et donc, vous ensemencez de la biodiversité petit à petit dans le système. Et donc, voilà ce qui se passe quand on arrive à monter petit à petit le business plan. C'est que vous avez donc l'ancienne photo à gauche et vous avez la photo à droite de la même parcelle prise donc en 2022. Et vous voyez que le brunissement commence à se faire sur les 4-5 premiers centimètres. Et donc là, on commence à gagner la partie. Elle n'est pas totalement gagnée, il y a encore une deuxième mi-temps, mais on est sur la bonne voie. Et là, vous avez donc une comparaison. À gauche, une motte sur la même parcelle, la même veine de terre, mais pas les mêmes couloirs. Vous avez à gauche des couloirs en succession de production de biomasse avec restitution au sol et donc pâturage.
Au milieu, le même principe, mais avec une zone qui fonctionne beaucoup moins bien parce que très humide. Et l'autre partie qui est la même veine de terre qu'à gauche, où vous avez ici une gestion en pâturage tournant dynamique depuis 6 ans. Bon, ben voilà, la messe est dite, quoi. Et les deux zones ont reçu 30 tonnes de compost au départ. Euh, c'est ce qui se passe chez moi. Restons prudents, mais en tout cas, bon, voilà. Donc vous avez là la motte de terre de Fred au milieu et le bilan à droite des systèmes qui sont mis en place chez moi. Et pour finaliser les choses, eh ben, est-ce que ça marche et comment ça marche? Eh ben, pour ça, pour le savoir, ben, c'est les analyses Célestalame qui m'ont permis de mieux comprendre ce qui se passait et de recalibrer le système. C'est ça qui est important. Donc en fait, si je prends juste, parce que je ne vais pas développer là-dessus, sinon voilà, vous avez l'état des matières organiques libres et liées, les quantités que j'avais et leur cesse sur N. Vous voyez que en fait, j'étais pas du tout dans la bonne fourchette en 2019. En 2022, j'ai amélioré de façon significative la partie liée de mon système, mais j'étais encore en culotte courte au niveau de la matière organique libre. Donc en fait, j'améliorais le bâtiment ou la maison pour bien abriter ma biomasse microbienne, mais en même temps, je ne fournissais pas à manger. Donc ça ne pouvait pas le faire. Et qu'est-ce qui a fait ça? Ben, en fait, j'ai mal utilisé mon animal jusqu'en 2022. Dit autrement, je favorisais le pâturage de mes animaux à 100% et je ne laissais pas assez de ration à mon sol. Et donc après, rééquilibrage et recalibrage du système. Vous avez en 2024, alors c'est pas tout à fait la même parcelle, donc il faut être très prudent aussi sur le résultat, mais les grandes tendances sont là parce que quand on regarde le type de sol, on est exactement sur la même chose. Et ça, c'est la mode de terre que je vous ai montée précédemment, hein. Et bien là, en fait, on a amélioré nettement le système. J'ai un C sur N global qui est de la matière organique libre qui est intéressante parce que justement, bah, c'est du renouvellement et qu'il est bon. Et donc le système, ça y est, il est enclenché. Il se met en place. Et là, la biomasse microbienne explose. Elle se développe très très fortement et parfois peut-être un petit peu de trop. Donc charge à moi de calibrer les choses pour la tenir un petit peu en respect parce que si elle se développe de trop, je peux avoir des problématiques après de relargage derrière à des périodes où j'en ai pas forcément besoin. Euh, et ce graphique-là qui est pour moi très parlant, on va regarder l'histogramme uniquement rouge, qui est en fait l'équivalent paille consommable par ma biomasse microbienne sur 6-8 mois. Donc j'ai démarré avec des parcelles qui consommaient, dont la biomasse microbienne consommait péniblement 1,3 tonne. Et aujourd'hui, je suis sur des parcelles qui ont la capacité, dont la biomasse microbienne a la capacité de manger quasiment 4 tonnes, presque 4 tonnes de matière équivalent paille. Ça n'a rien à voir en termes de dynamique et de fertilité globale. C'est impressionnant comment le sol est capable de répondre derrière. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, on est capable de muscler super bien un sol avec des règles très précises dont on ne déroge pas. Par contre, après, il faut, comme je le dis, hein, c'est comme un athlète, on peut être capable de se muscler rapidement. Par contre, la musculature, pour la tenir sur le long terme, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et donc là, c'est une exigence. Maintenant que mon système est monté et calibré, je peux encore le faire monter, hein, mais par contre, je suis condamné à produire de la biomasse pour donner à manger à cette biomasse microbienne qui a explosé, quoi, hein, en termes de quantité, de qualité. Voilà. Est-ce que je suis en cohérence dans mon système? J'ai fait un IR avec PADV, pour ceux qui connaissent. Ben, vous avez donc l'IR bovin allaitant qui est là, donc je suis à 93.
Donc, je suis quand même pas si mal que ça. J'ai encore à travailler sur les grandes cultures. À l'époque où on l'a fait, j'avais travaillé avec la fraise pour substituer pour partie l'utilisation de glyphosate sur le régras. Et donc ça, pouf, ça impacte fortement. Voilà. Mais en tout cas, voilà les résultats. Quelques éléments à bien intégrer pour conclure. Les ruminants ne sont pas des usines à fabrication d'éléments fertilisants. Les ruminants sont des dynamiseurs de flux d'énergie, de carbone, NPK, de biomasse microbienne. Il faut les voir comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que du jour au lendemain, on vous dit ah oui, il faut mettre des animaux. Si le système monté avec les animaux n'est pas cohérent, n'est pas dans l'approche, les pattes viennent au champ, eh ben vous serez quand même bancal parce que c'est pas l'animal qui va fabriquer l'azote. Comme tout outil, une mauvaise utilisation de l'animal engendre des contre-performances. Et la règle principale, c'est que les vaches viennent au champ. Et donc, dans le prolongement, l'agriculture régénérative, entre guillemets, par l'élevage, pour moi, c'est un peu un pléonasme, ou c'est une question que je vous pose. Parce qu'en fait, le système de production qui utilise le ruminant en ACS, ben, pour moi, c'est l'agriculture régénérative, à condition d'avoir cette notion de séquestration de carbone. Si dans l'approche agriculture régénérative, il n'y a pas l'animal, pour moi, vous faites de l'ACS. Et si il n'y a pas d'ACS, ben vous êtes en agriculture raisonnée ou conventionnelle. Mais pour moi, c'est pas parce qu'on va mettre 3 légumineuses dans un colza qu'on fait du régénératif, quoi. On voit bien que pour stocker du carbone dans un sol, quand vous regardez les mesures Simeo AMG, les simulations que vous pouvez faire, il faut 20 ans pour monter, pour capitaliser en matière organique sur le profil. Donc, c'est pas en réinitialisant tous les ans dans les systèmes, par exemple, de pommes de terre et tout ça, qu'on peut arriver à aggrader un sol. C'est pas pour ça qu'il faut pas le travailler, parce que, comme je dis, moi, j'aime bien manger des frites et des chips, donc on a besoin aussi de producteurs de pommes de terre, de betteraves, de choses comme ça. Mais est-ce qu'on est sur de l'agriculture régénérative? Question. Contrairement au système de culture sans ruminants, ces derniers nous incitent ou nous permettent de mettre en place des systèmes de culture produisant des quantités de biomasse significatives à l'échelle d'une parcelle, chargeant l'agriculteur de répartir cette biomasse de façon équitable entre les besoins des animaux, en l'occurrence chez moi c'est la production de viande, et les besoins du sol, donc production de viande c'est pour me payer, hein, et les besoins du sol, et entre parenthèses, qui dit équitable ne veut pas dire identique en termes de quantité. Mais il faut que tout le monde ait sa ration. Voilà. Le ruminant étant un dynamiseur de flux, on travaille sur 2 types de matières organiques, moyen-long terme pour la qualité des sols, sur du court terme pour fertiliser. On utilise des outils, donc cette notion de succession de production de biomasse, où vous avez 365 jours, alors pas 365 jours, mais 350 jours de racines vivantes dans vos sols, et ça, vous êtes capable de le faire avec des successions métail fourrage d'été, des métémax, et le bulk grazing. Bref, voilà. Donc, il faut bien adapter en fonction de chaque agroécosystème, la connaissance fine de l'état de santé de la biomasse microbienne, de la solidité de son habitat et du niveau de remplissage du frigo nécessaire à son activité. Ça, c'est très important. Il faut prendre en compte aujourd'hui 2 épées de Damoclès, la contraction énergétique et la dérive climatique. Dans l'approche holistique sur la ferme, j'essaie autant que faire se peut, à chaque fois que je prends une décision, d'intégrer ces 2 facteurs-là, ce qui n'est pas si facile que ça. Je finirai par ces belles photos de viande que je vends à des restaurateurs, des transformations de mes viandes chez des restaurateurs, de la viande qui vient de chez moi en maturation, et vous voyez que le prix au kilo, quand vous avez du 12 € au 100 grammes, il y a matière quand même à faire des choses intéressantes en termes de rentabilité. Et tout ça, c'est grâce au sol, c'est grâce à cette mode de terre que j'ai prélevée sur une de mes parcelles. Et je finirai sur cette phrase: les systèmes de culture les plus résilients passent par une optimisation des flux de biomasse et de la relation sol-plante-animal-homme. Je vous remercie.
Très beau mot de la fin. Donc, si vous avez des questions pour Franck, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Mais avant ça, Franck, je vais te reposer la même question que ce que je t'avais demandé hors, euh, hors, euh, hors direct Internet. Euh, Vous avez quand même pas mal développé les moutons qui sont toute l'année en extérieur avec des races rustiques. Comment ça se passe en année très compliquée et notamment très humide? On sait que tu as des sables qui sont séchants l'été, mais qui sont humides l'hiver, quoi. Euh, alors, il est clair il faut essayer de travailler avec des espèces très rustiques. Alors nous, on a fait le choix de la solognote parce qu'on est chauvin et qu'on essaie de préserver cette race-là, qui est dite rustique, mais qui était rustique au début du siècle dernier. Et elle a perdu cette rusticité en partie, je trouve. On est en train d'essayer de la reconstruire, mais aujourd'hui, on a quand même de la boiterie avec ces animaux-là. Donc, c'est pas si évident. Cela dit, elles ont quand même la capacité de rester sur des zones très, très humides, voire marécageuses. Donc, voilà. Alors après, euh, le, la rentabilité du système ne se fait pas par la performance de l'unité animale, elle se fait sur la performance globale du troupeau. Et donc, en fait, et du système dans lequel on l'a mis en place. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous mettez un Île-de-France dans le même système que nous, bah, forcément que ça va pas le faire. Par contre, des espèces rustiques comme de l'arava ou d'autres espèces peuvent être hyper intéressantes. Mais il n'y a pas que la solognote dans la vie, hein. Par contre, après, il faut être capable de valoriser la viande puisqu'elle n'a pas la conformation bouchère type. Et donc là, c'est des créneaux bien spécifiques. Mais en gros, les animaux, voilà, des années comme on vient de vivre, les brebis, attention. Les vaches, par contre, alors là, c'est le cadet de leurs soucis, hein. Euh, Zéro boiterie, pas de problème. Excepté là, une année humide comme on a eu avec une grosse production de biomasse, mais qui n'était pas forcément de qualité. Je, j'ai- J'avais des animaux à l'entrée de l'hiver qui n'étaient pas forcément super chouettes, voilà, par rapport à d'habitude. Donc, il faut faire attention à ça, mais ça, je pense que ça a pas mal été évoqué même dans les réseaux sociaux où on a des retours chez des gars qui est pourtant super performants, mais qui n'avaient pas forcément des animaux au top à l'entrée d'hiver. Voilà. Ok. Ben, merci pour cette réponse. Et ben, je n'ai pas de questions dans le chat. Donc, ben, je vous propose qu'on se quitte sur ces bons mots. En tout cas, Franck, bah, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ta présentation. Bien sûr, ce webinaire est d'ores et déjà disponible à la rediffusion sur ce même lien. Donc, si vous regardez ce webinaire en direct et que vous voulez l'envoyer à des collègues, n'hésitez pas à envoyer le lien à de tierces personnes pour que l'information circule. Et il ne me reste plus qu'à souhaiter un bon appétit à tout le monde et une bonne soirée. Merci. Et voilà, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup.